Aubry. Bonsoir Madame Aubry. Bonsoir. Nous allons explorer donc les différentes parties de votre programme pour ces élections européennes. Mais d'abord, Manon Aubry, si vous le permettez, une question d'actualité concernant la Nouvelle-Calédonie. L'avion d'Emmanuel Macron se pose d'ici 2h30, sans doute un peu moins à Nouméa. Qu'est-ce que vous attendez exactement de cette visite du président de la République? Qu'est-ce qu'il devrait annoncer selon vous pour faire baisser la tension qui est très vive depuis plus d'une semaine sur place? Le premier signe d'apaisement que j'attends de la part du président de la République, c'est le retrait de ce qui a mis le feu aux poudres, c'est-à-dire le projet de loi constitutionnel qui a été poussé avec force, imposé de force par le gouvernement et qui a finalement fait voler en éclats 35 ans de paix civile en Nouvelle-Calédonie, issus des accords de Nouméa. Et on voit l'irresponsabilité de ce gouvernement. J'ai le sentiment qu'ils ont pris une énorme boîte d'allumettes, qu'ils l'ont craqué sur la Nouvelle-Calédonie et puis après ils viennent crier au feu. Maintenant c'est à eux d'être responsables, de retirer le projet de loi constitutionnel et de ramener l'ensemble des parties prenantes autour de la table pour réengager un dialogue et collectivement trouver la porte de sortie sur cette crise. Mais vous pensez qu'il peut faire 24 heures d'avion, 24 heures aller, 24 heures retour, juste pour annoncer qu'il va retirer cette réforme? Pas uniquement. Sa présence en Nouvelle-Calédonie est aussi une réponse aux différentes parties prenantes en Nouvelle-Calédonie qui ont dit mais on ne va pas régler cette immense difficulté qu'on a face à nous à travers un Skype de Paris à Nouméa. Donc venez et puis on en discute, remettons l'ensemble des parties prenantes autour de la table. Et il faut reprendre le long cours issu des accords de Nouméa qui a été interrompu par ce passage en force qui illustre la brutalité globale de ce gouvernement. C'est pas la première fois qu'ils se disent ce qu'en pense la population, on s'en fout, on passe en force. Bah non, en fait, à chaque fois qu'ils passent en force, ça crée du désordre dans le pays. Je vais même plus loin. Je pense que c'est Emmanuel Macron qui crée du chaos dans le pays. Emmanuel Macron, depuis 2017, est un agent du chaos. Tout ce qu'il touche, agent du chaos. Oui, tout ce qu'il touche, ça crée du chaos. La situation en Nouvelle-Calédonie en est l'illustration. On se souvient aussi de la mobilisation des Gilets jaunes. On pourrait prendre tant d'exemples dans les deux quinquennats comme président de la République. Et je pense qu'il doit faire la démonstration qu'il n'est pas simplement cet agent du chaos. Maintenant, il doit ramener de l'ordre et du calme. Et pour ça, il faut qu'il fasse un geste. Encore une petite question avant de passer la parole à Pierre. Vous avez parlé dans un tweet de cet accord, de ce gouvernement qui aurait fait voler en éclats la stratégie de décolonisation. Il y a toujours un processus de décolonisation à l'œuvre? Oui, ce terme est utilisé noir sur blanc, est écrit noir sur blanc dans les accords de Nouméa, qui a entamé ce processus de décolonisation, qui est intéressant d'ailleurs si on dézoome un petit peu. C'est un des processus de décolonisation qui s'est passé le mieux jusqu'à présent. La Nouvelle-Calédonie, c'est un des 17 territoires à décoloniser selon les Nations Unies. Et comme je le disais, les accords de Nouméa ouvrait une trajectoire, ouvrait une séquence qui n'est aujourd'hui pas refermée ou alors refermée avec brutalité par le gouvernement. Et c'est cette séquence qu'on doit reprendre pour arriver au terme du processus de décolonisation qui n'est pas encore terminé. Mais alors justement, sur ces accords de Nouméa, si on reprend le préambule dans lequel effectivement le mot décolonisation est utilisé, ça prévoit un destin commun entre les Kanaks d'un côté, mais aussi les populations venues d'ailleurs au cours des 19e, des 20e siècles, les Bagnards notamment. Vous, Manon Aubry, vous parlez de Kanaki. Si vous parlez de Kanaki, on a l'impression que ce territoire, pour vous, n'appartient qu'aux Kanaks. Non, je souhaite ce destin commun, mais je souhaite qu'il puisse être justement pour que ce soit un destin commun qui soit discuté collectivement. Ça ne peut pas être une décision unilatérale à Paris prise contre l'assentiment d'une grande partie des parties prenantes de Nouvelle-Calédonie qui peut permettre ce destin commun. Vous voyez ce que vient de faire le président de la République et ce gouvernement, c'est tout sauf créer du destin commun puisqu'il a monté les communautés les unes contre les autres en Nouvelle-Calédonie. C'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce que je souhaite et c'est pour ça que la meilleure manière de refaire du destin commun, c'est de mettre les différentes parties prenantes autour de la table, d'adresser aussi des questions sociales profondes quand vous avez un taux de chômage, un taux de pauvreté qui est bien plus élevé dans la population kanak que dans le reste de la population en Nouvelle-Calédonie. Il y a énormément d'enjeux à traiter en Nouvelle-Calédonie et ce dont je suis sûre et ce qu'a démontré malheureusement les 10 derniers jours, c'est qu'on ne règle pas la situation, une situation politique par de la brutalité, on la règle par des solutions, par des propositions politiques. Mais est-ce que vous diriez
qu'il y a du racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie. C'est en tout cas l'opinion de 57% des Français dans un sondage OpinionWay pour Europe 1, CNews et JDD. Est-ce que vous êtes d'accord avec la majorité de nos concitoyens ? Et il y a certainement un sentiment, un ressentiment qui dénote justement de cet affrontement de communautés les unes contre les autres. Mais moi, je refuse de tomber dans le piège qui nous est tendu, précisément de faire s'affronter les communautés les unes contre les autres. Ce que je souhaite pour revenir à l'apaisement, c'est précisément que tout le monde puisse vivre ensemble. Mais pour ça, on ne peut pas ne faire fi de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, qui a un peuple, qui a un territoire avec un peuple qui a été colonisé. Il faut en tenir compte. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre le long et lent, patient processus des accords de Nouméa. Il y a 41% environ de la population qui est kanake, d'autres oui. Évidemment qui viennent de Wallis et Futuna et aussi de métropole. Comment vivre ensemble après ces événements ? Parce que c'est de ça aussi dont il va s'agir. C'est de retrouver les fils du dialogue, certes au niveau politique, mais au niveau des habitants, des voisins, parfois des familles. Et ça va être extrêmement difficile. Il y a eu une rupture entre les peuples. Mais il y a eu une rupture entre les peuples qui a été introduite par une décision unilatérale de Paris. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Et on se souvient, ces événements nous remémorent de manière assez terrible d'autres événements qui ont eu lieu dans le passé. On se souvient notamment à Ouvéa. Et après ça, parce qu'il y a eu un signe envoyé par la France et par l'État français qui a joué finalement le rôle de médiateur. C'est ce rôle que l'État français doit reprendre, le rôle de médiateur, pour pouvoir créer du vivre ensemble. Et malheureusement, avec ce projet de loi constitutionnel, la France, l'État français est sorti de son rôle de médiateur, de neutralité qu'il avait réussi à construire après les derniers événements. Oui, mais là, je vous parle de reconstruire le lien entre habitants. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Leur dire, vous avez un avenir en commun, il y a une voie médiane entre l'indépendance ou la République. Vous savez, j'ai toujours défendu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ça veut dire que ce sera aux populations en Nouvelle-Calédonie de décider la manière dont elles vont organiser les choses. Et justement, je suis très prudente à ne pas tomber dans le même travers que celui du président de la République, à moi, depuis Paris, dire on va organiser les choses de telle manière et vous allez voir, ça va bien se passer. Ce dont je suis sûre, pour que ça se passe bien, il faut impliquer un maximum de parties prenantes en Nouvelle-Calédonie et c'est précisément l'erreur qu'a faite Emmanuel Macron. Marine Le Pen propose par exemple un référendum dans 40 ans. Bon, mais c'est une solution ? Pardon, je rigole, mais pourquoi ? Quelle hypocrisie de la part du Rassemblement national. Je rappelle que le Rassemblement national a voté le projet de loi constitutionnel la semaine dernière qui a mis le feu aux poudres, puis ensuite ils viennent donner des leçons en disant il faut peut-être un nouveau référendum. Mais ils font partie du problème. Le Rassemblement national, et j'ai envie de dire une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois qu'ils ajoutent leur voix aux voix des macronistes, ils se sont alliés ensemble pour imposer avec force des décisions qui sont venues de Paris à la Nouvelle-Calédonie. Donc, pardon, mais les leçons du Rassemblement national sur la manière dont on devrait s'y prendre en Nouvelle-Calédonie, qu'ils repassent. Ouais. Vous avez des irresponsables un peu entêtés, comme Emmanuel Macron lui-même, qui continue sur sa trajectoire, et vous avez des irresponsables hypocrites, comme ceux du Rassemblement national, qui changent de chemise au fur et à mesure de la météo et du vent. Nous avons été constants, nous avons toujours défendu à la fois les accords de Nouméa, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et une évolution progressive, y compris du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, mais de manière concertée. Et avec une consultation du peuple ou pas ? Bien sûr, avec à la clé. Bien sûr, un quatrième. Mais pourquoi il y a un enjeu sur le référendum pour qu'on comprenne bien, et j'en profite parce qu'on a un peu de temps pour faire de la pédagogie, il y a eu 3 référendums en Nouvelle-Calédonie. C'est ce que prévoyaient les accords de Nouméa, mais le 3e référendum est contesté par les Kanaks puisqu'il s'est déroulé juste après le Covid, dans une période de deuil kanak. Les Kanaks avaient demandé à ce que la date soit reportée. L'État français, malheureusement, l'a refusé et il y a eu une abstention massive. On est passé de 14% d'abstention à plus de 50% d'abstention. Donc oui, il faut qu'il y ait un nouveau référendum, mais plus que ça, ce que prévoient les accords de Nouméa, c'est pas seulement 3 référendums. C'est à la suite de ces 3 référendums que, de nouveau, les parties prenantes se retrouvent autour de la table pour trouver un chemin en commun, et c'est cette étape qui est aussi manquante dans ce processus. Un mot des violences qui ont eu lieu, des émeutes, des pillages. 6 personnes sont mortes, dont 2 gendarmes. Vous condamnez ces violences, évidemment. Bien sûr, et c'est une situation terrible quand on en arrive à avoir des vies qui sont enlevées par des niveaux de violence sans doute sans précédent en Nouvelle-Calédonie. Et je voudrais avoir une pensée pour
les familles endeuillées des 6 personnes. Et je veux aussi dire que le meilleur moyen de protéger la population calédonienne, le meilleur moyen de protéger nos forces de l'ordre qui sont envoyées au front en Nouvelle-Calédonie, c'est d'essayer de ramener le calme. Et ramener le calme, ça passe par un signal et le retrait de ce projet de loi constitutionnel. Je pense que tout le monde en sortira gagnant. On est avec Manon Aubry sur CNews et sur Europe 1. On avance avec un nouveau thème, Pierre. Oui, alors juste une question sur... effectivement, vous parliez des hypocrites en parlant du Rassemblement national. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas en train de tenir un double discours puisque d'une certaine manière, vous dites, vous indignez de l'exportation du monde à l'occidental. Je reviens sur le thème des colonies en Nouvelle-Calédonie, mais en métropole, vous vantez les mérites du multiculturalisme. Comment est-ce que vous justifiez cette contradiction ? Mais la France est un territoire qui a été colonisé ? La France métropolitaine ? Donc vous partez d'une colonie... Vous faites la distinction entre... Je fais la distinction entre un territoire qui a été colonisé, qui est la Nouvelle-Calédonie. De nouveau, je reprends les termes des Nations Unies. Ça fait partie des 17 territoires qui sont encore à décoloniser de par le monde. Il y a une histoire. La Nouvelle-Calédonie qui a été envahie à partir de 1850. Donc il y a des peuples qui habitaient avant. Et la France n'a pas eu... La France métropolitaine, c'est pas une histoire de colonie. Vous, moi, ici, on n'a pas été colonisés. Donc, vous comparez des situations qui ne sont pas comparables. Pour le reste, oui, je continue à prôner un multiculturalisme qui veut dire que chacune et chacun, nous ne faisons pas de différence quand vous êtes française ou français en fonction de votre origine, de votre couleur de peau, de votre religion, de vos pensées politiques, de vos croyances telles qu'elles soient. Et je pense que c'est la force et la beauté de notre pays de savoir construire ce vivre ensemble, et j'y suis très attachée et j'essaie de le défendre avec beaucoup de force. Autre sujet dans l'actualité très important, Manon Aubry, et ça vous intéresse que vous avez été très présente sur ce sujet pendant la campagne, Gaza. 3 pays européens aujourd'hui, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ont annoncé leur décision coordonnée de reconnaître un État palestinien dans le but d'avancer vers une solution à 2 États. Israël fustige cette annonce, estime que c'est une récompense au terrorisme. Le Hamas la salue évidemment, une organisation terroriste, de même que l'OLP, mais aussi des pays arabes comme l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous savez, il y a plus de 140 États à travers le monde qui reconnaissent déjà l'État de Palestine, et je salue l'initiative prise par l'Espagne, l'Irlande, la Norvège de reconnaître l'État de Palestine. Et je me pose une question essentielle. Où est la France ? Où est la France ? Ça fait des mois, des années que ce gouvernement, mais y compris même avant, c'est tous des hypocrites. François Hollande, le socialiste, avait proposé de reconnaître l'État de Palestine et personne ne le fait, personne ne le propose. Alors qu'il s'agit là de quoi ? De reconnaître l'État de Palestine dans les frontières de 67 pour que Palestiniens et Israéliens puissent vivre côte à côte dans 2 États séparés et que Israéliens et Palestiniens puissent vivre en paix. C'est ça l'enjeu dans ce conflit israélo-palestinien. C'est pour ça que l'on se bat à la fois pour arrêter les massacres à l'heure actuelle dans la bande de Gaza. Et d'ailleurs, on y viendra peut-être. La demande du procureur de la Cour pénale internationale va nous permettre d'avoir des leviers à cet égard. Mais il y a un enjeu majeur, c'est à ramener la paix. Ramener la paix, ça veut dire qu'Israéliens et Palestiniens ont droit à vivre en paix, chacun dans un État qui est reconnu par le droit international. Et je dois vous dire que, surtout en tant que députée européenne, j'ai honte de mon pays en ce moment. J'ai honte de la diplomatie française. Pourquoi ? J'ai honte que la France soit incapable de faire le minimum, ce que 140 États dans le monde ont fait, reconnaître le droit au peuple palestinien d'avoir un État. Ça ne veut pas dire nier l'État de Palestine, l'État d'Israël, ça veut dire vivre aux côtés d'un État d'Israël. Et l'Irlande l'a fait, l'Espagne le fait. Pourquoi la France en est incapable de le faire ? Mais est-ce que ça ne veut pas dire toutefois, comme le dit Benjamin Netanyahou, que c'est une façon de dire bravo pour le 7 octobre Le 7 octobre amène un État palestinien ? Mais absolument pas. Vous savez, moi, ça fait des années que je défends la reconnaissance de l'État de Palestine. Les décisions au niveau international, la reconnaissance des frontières de la Palestine, ça date de 1967 qu'il y a eu plusieurs résolutions en ce sens. Ce sont ces frontières-là que nous reconnaissons. Ça fait des années que plus d'une centaine d'États reconnaissent l'État de Palestine à travers le monde. Il y a eu des décisions aussi aux Nations Unies pour accueillir l'État de Palestine au sein du cortège des Nations Unies. Donc l'enjeu, c'est comment
Palestiniens et Israéliens peuvent vivre en sécurité. Et ce qu'on voit bien, c'est que Benjamin Netanyahou ne veut pas d'un État de Palestine, que Benjamin Netanyahou veut massacrer le peuple palestinien, qui veut le chasser de ses terres. Eh bien ça, nous continuerons de toutes nos forces de nous y opposer. Il n'y a pas été contraint par le 7 octobre et par les massacres du 7 octobre. Mais d'abord, première chose, les massacres du 7 octobre, vous le savez, je les condamne avec la plus grande fermeté. Et puisqu'on parle de la décision, je l'ai évoqué, de la Cour pénale internationale, le procureur a demandé également un mandat d'arrêt à l'encontre des dirigeants du Hamas qui ont commis le 7 octobre des actes. Israël, des actes Hamas, qui sont dos à dos. Mais alors d'abord, les motifs de poursuite judiciaire ne sont pas tout à fait les mêmes et c'est bien d'être précis en droit international pour commencer. Et puis ensuite, oui, une vie palestinienne vaut une vie israélienne. Vous savez, je ne fais pas de différence. Et pour moi, et c'est peut-être ma singularité dans cette campagne pour les élections européennes, je n'ai pas le droit international à géométrie variable. Et ce que je ne supporte plus, c'est le deux poids, deux mesures. Alors oui, il faudra que le gouvernement de Benjamin Netanyahou rende des comptes, comme il faudra que les dirigeants du Hamas rendent des comptes. Parce que massacrer des populations, les affamer, les violer, les chasser de leurs terres, les priver d'un avenir, oui, ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et les crimes du Hamas aussi. Mais bien entendu, je viens de vous le dire, je vous l'ai même dit avant que vous me posiez la question, je vous l'ai dit spontanément. Mais bien entendu, libérer les otages. Je n'ai de cesse depuis le 7 octobre de demander la libération des otages. Mais vous le voyez, même en Israël, il y a une contestation de la part du peuple israélien. Pourquoi il y a une contestation du peuple israélien ? Des otages, y compris, non, mais y compris de la part des proches des otages, parce qu'ils se rendent bien compte que la politique menée, la stratégie menée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou ne permet pas de ramener les otages à la maison. C'est une politique de l'escalade de la violence. C'est une politique qui a tué plus de 35 000 civils. C'est une politique qui a tué autant d'enfants en 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. C'est une politique qui prive de nourriture, de médicaments, d'eau, de vivres essentiels des hommes et des femmes. Ça pourrait être vous et moi. Ils sont juste coincés sur leur territoire. Ils n'ont nulle part où aller. Alors je pense que ça doit être l'honneur de notre pays de défendre le droit international, de défendre la dignité humaine, de défendre la vie de ces civils. Et c'est la raison pour laquelle je n'aurai de cesse non seulement de défendre la reconnaissance de l'État de Palestine, mais aussi des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou, un embargo sur l'envoi d'armes, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, parce que, stop, il faut cesser ce massacre, il faut tout faire pour, et j'ai honte de mon pays aujourd'hui qui reste les bras croisés et qui n'agit pas. Votre pays, comme vous dites, Stéphane Séjourné, a dit que ce n'était pas un tabou, la reconnaissance de l'État de Palestine, mais que ça n'était pas le moment. Mais qu'attend-il ? Je pense qu'il attend la libération des otages dont on vient de parler. Pardon, mais Emmanuel Macron est au pouvoir depuis combien d'années dans notre pays ? 7 ans. Et la question d'un droit pour les Palestiniens à vivre dans un territoire reconnu par le droit international, elle ne s'est pas posée depuis le 7 octobre. Mais l'Espagne, la Norvège et l'Irlande le font aujourd'hui. Quand a connaissé la colonisation, bien sûr, mais il y a d'autres États qui les ont déjà reconnus, qui l'ont déjà reconnu. Je vous ai dit, il y a aujourd'hui, on salue l'Espagne, la Norvège. Je le reconnais parce qu'évidemment, ça envoie un message politique dans le contexte. Mais je rappelle qu'il y a déjà plus de 140 États à travers le monde qui reconnaissent l'État de Palestine. Et c'est frappant de voir à quel point une poignée d'États, finalement, se tiennent à la marge des aspirations d'un peuple juste à vivre tout simplement. C'est la seule chose qu'ils demandent. Ils veulent vivre sans avoir la peur d'être bombardés, sans avoir la peur d'être mitraillés, sans avoir la peur d'être morts de mourir de faim, sans avoir la peur de ne pas avoir de médicaments. C'est ce simple droit qu'ils demandent que vous, moi, ici, heureusement, on en dispose. Comme les Israéliens demandent à pouvoir vivre en paix sur leur territoire, ne pas prendre et le meilleur moyen, je vous l'ai dit, et le meilleur moyen de protéger le droit des Israéliens, comme le droit des Palestiniens à vivre en paix, c'est avoir 2 États reconnus par le droit international où chacun peut vivre en sécurité. Je ne souhaite que cela. Et à l'inverse, on a un gouvernement qui est en train de massacrer un peuple, de faire fi du droit international, de s'asseoir sur le droit international. Et je le redis, la demande du procureur de la Cour pénale internationale doit faire date. Il poursuit. C'est pas une décision, c'est une réquisition. Il demande. C'est une réquisition. On attend les décisions du juge. Mais je suis allée regarder dans le détail les raisons qui ont été invoquées. Il parle d'affamer, d'homicide intentionnel, d'extermination ou meurtre, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est les motifs pour lesquels vont peut-être être poursuivis demain les dirigeants du gouvernement de Benjamin Netanyahou et Benjamin Netanyahou lui-même. Vous savez, la France, elle a décidé, elle est membre du statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. Et dans le statut de Rome, il y a un article, l'article 86, qui dit que tous les États doivent contribuer à réaliser, mettre en œuvre des mandats d'arrêt. Et donc, s'il y a un mandat d'arrêt qui est prononcé, la France doit tout mettre en œuvre pour arrêter Benjamin Netanyahou. Et je pense qu'elle doit en tirer les conséquences en adoptant des sanctions, embargo sur l'envoi d'armes, suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël.
Parlons pouvoir d'achat. Manon Aubry, si vous le voulez bien, c'est le premier des 9 thèmes développés dans votre programme de campagne, celui de l'Union populaire. Sortir de l'austérité, partager les richesses. Vous citez d'ailleurs Victor Hugo et son discours à l'Assemblée nationale le 9 juillet 1849. À lire ce que dit Emmanuel Macron dans l'Express qui sort demain. L'exécutif a fait face aux crises, a baissé les impôts, a investi dans les services publics, est en train de remuscler notre appareil productif. 60 milliards d'impôts en moins, 30 sur les ménages et 30 sur les entreprises. 2 séries d'économies encore dernièrement, de 10 milliards chacune, la création de France Travail, des objectifs toujours présents. À le lire, c'est circuler, il n'y a rien à voir. On garde le cap car notre stratégie est la bonne. Vous répondez quoi? Tout va bien, Madame la Marquise, non? Je sais pas, on va interroger vos téléspectateurs, vos auditeurs. On vit bien dans notre pays. C'est sûr, la pauvreté n'a pas du tout augmenté dans notre pays. Vous avez 40%, jusqu'à 40% des Européens qui sautent un repas par jour parce qu'ils n'ont pas les moyens juste de manger à leur faim. Je vais vous donner le vrai bilan d'Emmanuel Macron. Depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, les 500 plus grandes fortunes ont multiplié leur fortune par 2. Et dans le même temps, vous avez les plus pauvres de notre pays qui voient, eux, leur niveau de pauvreté s'aggraver. On n'a jamais eu autant de pauvres. Vous parlez de 40% d'Européens ou de Français? C'est 38% d'Européens, pour être très exact. La proportion est similaire à l'échelle française et elle est colossale. Mais vous savez, c'est toutes sortes de petites choses. Je suis sûre que ça va résonner pour les gens qui nous écoutent. C'est la place de cinéma qui coûte trop cher. C'est le loisir dont on prive son enfant. C'est les vacances dont on se prive. C'est la glace qu'on aimerait bien offrir à son enfant cet été. C'est toutes sortes de loisirs. C'est le plein d'essence qui coûte une fortune. C'est quand on va faire les courses, on regarde notre ticket de caisse et on tire la langue parce que le prix du caddie est hors de prix. C'est tout ça aujourd'hui la réalité des Françaises et des Français. Et pardon, mais Emmanuel Macron, il est complètement hors sol, complètement déconnecté de ce que vivent les Françaises et les Français. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu mettre la question du pouvoir d'achat au cœur de ma campagne. C'est pour ça que ce que je propose, c'est à 2 niveaux. D'abord, agir sur juste le coût de la vie, le prix. Et donc, bloquer les prix des produits de première nécessité en bloquant les marges des entreprises agroalimentaires qui se sont gavées. Si les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 20%, c'est parce que au milieu, on a des entreprises agroalimentaires comme Lactalis et d'autres qui se sont littéralement gavées et qui ont augmenté leur marge de 70%. Eh bien, à ça, je dis stop. Blocage des marges de ces entreprises et blocage des prix. Et de l'autre côté, il y a un enjeu, vous l'avez évoqué, et il en parle dans son interview à l'Express, Emmanuel Macron, c'est l'impact des coupes budgétaires. Emmanuel Macron a multiplié les coupes budgétaires. Ces 20 milliards d'euros, ça vient pas de nulle part, ça vient de règles européennes. L'austérité budgétaire qui a été votée par les socialistes, par les macronistes, par la droite ensemble. La conséquence, elle est très concrète dans la vie des gens. C'est une forme de petit concours Lépine, des pires idées pour faire les poches des Français. Un jour, c'est la réforme de l'assurance chômage. Le jour d'après, c'est le gel des pensions de retraite auxquelles ils pensent. Le jour d'après, ça va être quoi? L'augmentation de la TVA, l'augmentation du reste à charge sur les médicaments. Vous voyez, ils grignotent un petit peu partout. Ils grignotent notre pouvoir d'achat. Ils grignotent le porte-monnaie des Français pendant qu'ils multiplient les cadeaux aux plus riches, aux plus grandes entreprises, aux entreprises multinationales. Eh bien, à ça, je dis, ça suffit. Ça doit être la priorité de ces élections européennes que d'y répondre, notamment en taxant les super profits plutôt qu'en faisant la poche des Françaises et des Français. Manon Aubry est sur CNews et sur Europe 1, notre invité. Taxer, effectivement, c'est ce que vous voulez faire. Mais l'argent, vous le trouvez où en réalité ? Rassurez-vous, Laurence Ferrari, c'est pas vous la première, enfin je sais pas quel est votre salaire, mais c'est pas forcément vous la première qu'on ira chercher. Il y a un petit nombre de personnes qui se sont beaucoup enrichies. Je parlais des 500 plus grandes fortunes à l'instant. En France, les 500 plus grandes fortunes possèdent 45% des richesses dans notre pays. 500 plus grandes fortunes, ça fait pas beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'emplois à la clé sur ces 500 grandes fortunes. Qui sont les premiers pourvoyeurs d'emplois en France, à votre avis ? La fonction publique. Fonction publique. C'est en partie vrai, mais c'est d'abord les PME, les petites entreprises. Et les petites entreprises, elles font face à une concurrence déloyale des très grandes entreprises multinationales qui, au passage, ne payent pas leur juste part d'impôts parce qu'elles font de l'évasion fiscale et qui fait partie aussi de mes sujets de prédilection parce qu'en l'occurrence, si elles font de l'évasion fiscale, c'est au sein même de l'Union européenne. Donc, moi, je me souviens du slogan des Gilets jaunes que les petits payent petits, que les gros payent gros. Bah voilà, j'aurais pu écrire ça dans mon programme puisque vous l'avez lu. Merci de l'avoir lu d'ailleurs. Ça sert un programme pour faire campagne parce que oui, certains font campagne sur un coin de table. Je pense à Jordan Bardella, comme il n'est pas venu au Parlement européen, son programme ressemble à ce qu'il a fait ces 5 dernières années, c'est-à-dire absolument rien. Je vous le donne, c'est une page blanche. Voilà, voici le programme de Jordan Bardella. Merci, ciao, bonsoir. Si vous voulez vraiment des gens, et je lui redirai avec grand plaisir, je crois qu'on a un débat la semaine prochaine. J'aurai l'occasion de lui redire, vous voyez.
voyez, je fais même les pubs pour les débats. Mais pour revenir au cœur du sujet, oui, il y a de l'argent à aller chercher. Si on taxe les super fortunes, si on taxe les super profits des entreprises multinationales, on récoltera en tout, à l'échelon européen, 350 milliards d'euros. C'est bien plus que ce qu'ils vont aller récupérer en faisant la poche des Françaises et des Français. Donc oui, moi j'assume de dire qu'il faut aller chercher cet argent et qu'il y en a qui sont gavés et que maintenant ça suffit. À quel niveau de taxe? Je me rappelle de François Hollande qui voulait taxer à 75% les très hauts revenus. C'est ce niveau-là que vous préconisez? Rassurez-vous, là on parle d'une toute petite branche de la population et on parle d'un niveau de taxation qui est extrêmement faible. On parle de moins de 1% les plus riches de la population et on parle d'un niveau de taxation qui est progressif. À l'échelon européen, et on parle d'une petite taxe, d'un tout petit pourcentage. Donc, en réalité, c'est très faible et c'est même indolore. Je vais vous donner un exemple très précis parce que souvent on nous dit « Ah, mais les riches, les riches, les riches ». Je vais vous parler de Bernard Arnault. On le connaît bien, l'homme le plus riche en France. Bernard Arnault, s'il avait dépensé 8 000 euros par jour depuis 1789, c'est évidemment théorique. Bernard Arnault a beaucoup de pouvoir, mais pas le pouvoir d'être immortel, ou en tout cas de vivre depuis 1789. Devinez à quel pourcentage de sa fortune on en serait. 8 000 euros par jour depuis 1789, on n'en serait qu'à 1% de sa fortune. Donc, je pense qu'il y a de quoi aller chercher, donc que les gens se rassurent, et ceux qui nous écoutent, sauf si Bernard Arnault nous écoute, dans ce cas-là, je le salue. LVMH. Pardon ? 213 000 personnes employées. Mais je ne dis pas que LVMH va arrêter d'employer, mais vous savez, si LVMH emploie, c'est aussi parce qu'on a un système qui fonctionne bien en France, un système de santé, un système d'éducation. Et devinez comment ce système de santé et d'éducation est payé ? Grâce aux impôts. Et qui paye ces impôts ? Pas LVMH. LVMH, ils ont des filiales dans les paradis fiscaux. Par contre, ceux qui nous écoutent, qui tiennent des boulangeries, qui tiennent des entreprises, des petites entreprises, de menuiseries ou autres, eux, ils payent leurs impôts. Je suis sûre que ceux qui nous écoutent, ils travaillent dur. Ils vont pas chercher à avoir des filiales dans les paradis fiscaux. Eh bien, c'est aussi contre cette injustice fiscale que moi, je me bats. C'était mon métier, d'ailleurs, avant d'être élu au Parlement européen. Je luttais contre l'évasion fiscale. Alors, j'ai pas laissé tomber ce combat. Je l'ai amené avec moi en politique. Et je peux vous dire que c'est aussi une des manières de lutter contre le plus grand fléau de notre temps, qui est les inégalités. Vous parliez à l'instant de Victor Hugo. J'aime aussi beaucoup cette phrase de Victor Hugo qui disait « Vous voulez les misérables secourus, moi je veux la misère supprimée ». Eh bien, c'est peut-être la meilleure manière de résumer notre priorité, notre programme pour ces élections européennes. Faire en sorte que les Françaises et les Françaises vivent mieux et un peu d'air, un peu de respiration. Et à l'approche des vacances d'été qui vont arriver, je crois que ça fera du bien à tout le monde. Un petit mot peut-être de l'assurance chômage. On est toujours sur CNews et sur Europe 1 avec Manon Aubry. Il y a une réforme de l'assurance chômage qui est en cours. Le gouvernement attend de dégager 3,6 milliards d'euros d'économies pour permettre la création d'un certain nombre d'emplois supplémentaires. Et il y aura dans cette réforme, il faudra avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois pour avoir droit au chômage, alors que c'était 6 mois sur les 24 derniers. C'est un recul pour vous ou c'est générateur d'emplois derrière et d'économies ? Cette réforme de l'assurance chômage, c'est une folie. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Et c'est précisément dans la stratégie que j'évoquais à l'instant et qui s'illustre très bien, de faire la poche des Français qui galèrent plutôt que de faire la poche de ceux qui s'en mettent plein les poches. Cette réforme, je vais vous le dire, elle est d'abord inefficace. Les précédentes réformes n'ont même pas été évaluées. Il n'y a aucune étude d'impact solide à l'appui de cette proposition. Quand la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, avait été interrogée, elle-même avait dit je ne sais pas trop sur quoi ça s'appuie. Donc elle est inefficace. Elle est ensuite injustifiée. Les comptes de l'Unédic, qui gèrent l'assurance chômage, sont dans le vert. Ils sont absolument pas dans le rouge et on peut tout à fait maintenir notre assurance chômage en l'état. Mais surtout, je vais plus loin. Cette réforme, elle est profondément injuste. Il y a un tiers des chômeurs qui risquent, en plus de ce qu'il y avait avant, de ne plus être indemnisés, d'être pénalisés, sachant, tenez-vous bien, qu'aujourd'hui, on a seulement 40% des chômeurs qui sont indemnisés. C'était 70% en 2008. Donc, je le dis au président de la République, non, on aimerait bien traverser la rue juste pour trouver un emploi. Mais beaucoup de personnes ont essayé et malheureusement ça n'a pas marché. Quand on s'appelle pas Emmanuel Macron, nous on ne trouve pas de l'emploi juste en traversant la rue, et c'est pas en rendant plus pauvres et en précarisant encore plus les chômeurs que vous allez créer de l'emploi dans notre pays. La meilleure manière de créer de l'emploi dans notre pays, c'est en partageant le temps de travail, c'est en relançant l'industrie, en protégeant nos industries qui sont en train d'être sacrifiées sur le sol français. Voilà la manière dont on sauve de l'emploi dans notre pays, pas en faisant la poche des chômeurs qui vont être encore plus précarisés. Et je termine là-dessus, parce que, évidemment, cette réforme, elle va toucher les chômeurs. Mais je veux lancer l'alerte. Elle va lancer
elle va toucher tous les salariés de notre pays. Celles et ceux qui nous écoutent pour bien qu'on comprenne. Si on abaisse le niveau d'assurance chômage à quelques cacahuètes, quelques euros, eh bien, vous qui êtes salarié, finalement, vous avez bien beaucoup d'avantages, même vous qui êtes au SMIC, puisque derrière, il y a des chômeurs qui sont payés quelques cacahuètes qui attendent pour travailler. Et ce que je veux dire par là, c'est que derrière, les salariés seront perdants. Donc, non seulement cette réforme, elle est inutile et injuste, mais à la fin des fins, c'est l'ensemble des salariés de notre pays qui seront perdants. Et c'est la raison pour laquelle cette réforme, elle est d'une brutalité sociale inouïe. Elle me rappelle un petit peu, pour être honnête, la réforme des retraites, où ce gouvernement, puisqu'on s'y est opposé, vous avez bien compris, ce gouvernement a condamné à 2 ans de travail supplémentaire des millions de Françaises et Français, dans la plus grande brutalité, en passant en force. Ils sont en train de faire exactement la même chose avec cette réforme de l'assurance chômage. Vous avez parlé sur Europe 1 et sur CNews, alors qu'on vous écoute et on vous regarde, Manon Aubry, de la désindustrialisation, de réindustrialiser le pays. C'est aussi le mantra d'Emmanuel Macron. Il en parle dans cette justement fameuse interview dans l'Express à paraître demain. Il y a quelques jours, vous étiez en déplacement avec François Ruffin à Amiens pour rencontrer les ouvriers victimes de la désindustrialisation européenne à l'usine Metex qui risque de fermer. Qu'est-ce que vous leur avez proposé ? D'abord, l'usine Metex, elle est assez représentative, je trouve, des échecs de l'Europe d'Emmanuel Macron, à 2 titres. Le premier, c'est les échecs du libre-échange généralisé. On soumet nos industries, mais aussi notre agriculture, à une concurrence déloyale, à une production qui vient des 4 coins du monde. Et dans le cas de Metex, on les soumet à une production chinoise qui est évidemment dans des conditions sociales beaucoup plus faibles, qui est en plus beaucoup plus polluante. Ce qu'ils produisent, c'est de la lysine, ça sert notamment à produire des médicaments et c'est 5 fois plus polluant quand c'est produit en Chine qu'en France. Donc, vous prenez l'empreinte carbone en plus, c'est ça ? Exactement. Premier échec qui est l'échec du libre-échange et deuxième échec, une des raisons pour lesquelles Metex risque de mettre la clé sous la porte, c'est à cause du coût de l'énergie. Le marché européen de l'électricité a fait exploser le coût de l'énergie. C'est vrai pour les entreprises, mais c'est vrai aussi pour nous toutes et nous tous, on l'a constaté. Nos factures d'énergie, c'est plus 45% en 2 ans. Et vous voyez, sur ces 2 sujets, c'est un petit peu ma singularité aussi dans cette campagne pour les élections européennes. Je préside le seul groupe au Parlement européen qui n'a donné aucune voix pour n'importe quel accord de libre-échange au Parlement européen. Et je préside le seul groupe qui s'est opposé au marché de l'énergie européen. Je veux dénoncer par là aussi l'hypocrisie de l'extrême droite et de Jordan Bardella, mais qui n'a pas voté contre. Donc il vient à Paris faire des grandes leçons en disant on va aider les Français, mais pardon, ils vont la France au marché. Du marché européen. Mais c'est faux. Le moment où s'est posé la question de voter pour ou contre le marché de l'énergie, il n'a pas voté contre. Donc, il est d'une hypocrisie totale. Et donc, pour en revenir à l'usine Metex, ils sont victimes de ce double fléau. Le libre-échange et le marché européen de l'énergie. Et c'est précisément ce sur quoi je me bats, que j'ai voulu mettre au cœur de ma campagne. Mais l'objectif était aussi bien au-delà, d'attirer l'attention, la lumière sur cette entreprise Metex, parce que des belles promesses leur ont été faites, mais rien ne se concrétise pour le moment. Et à l'usine Metex à Amiens, vous avez 300 emplois à la clé. C'est 300 familles, c'est 300 destinées, c'est 300 personnes comme vous et moi, et qui peut-être, après 10 ans, 15 ans, 20 ans de boîte, avec une expertise très spécifique, puisqu'ils sont les derniers à produire ce qu'ils produisent, qui est un acide aminé en Europe, eh bien on va leur dire, voici la porte, allez par là. Vous leur proposez quoi ? Moi, je leur dis que le modèle dont ils sont victimes, c'est le modèle que je combats. Et moi, je leur dis que si nous sommes majoritaires au Parlement européen, il n'y aura plus aucun accord de libre-échange. Si nous sommes majoritaires au Parlement européen, nous allons mettre des protections douanières aux frontières de l'Union européenne. Dit autrement, tout ce qui sera produit en dehors de l'Union européenne, mais qui est déjà produit en France et en Europe, eh bien, nous allons le taxer pour privilégier notre production française et notre production européenne. La planète en sera gagnante, les travailleurs en seront gagnants, notre porte-monnaie en sera gagnant. Tout le monde en sera gagnant. Et je leur dis aussi que je continuerai à me battre pour sortir du marché européen de l'électricité, pour faire baisser le coût de l'énergie. Tout le monde, là aussi, en sera gagnant. Les ménages comme les entreprises. Je pense à plein d'entreprises. J'évoquais les boulangers tout à l'heure. Les boulangers aussi qui ont besoin d'une électricité à bas coût, qui ont besoin de prévisibilité. Et je leur dis aux salariés de Metex, j'y suis déjà allée 2 fois, les voir. Je leur dis que je reviendrai une 3e fois, une 4e fois, une 10e fois. François Ruffin m'a dit qu'il y allait 13 fois les voir. Nous continuerons à nous battre. C'est pour tous les Metex du pays, en réalité, vous savez qu'on se bat. Parce que des Metex, malheureusement, il y en a d'autres dans le pays. Je pense à des usines de panneaux solaires qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Je pense à l'usine Duralex. Je pense à tant de savoir-faire que l'on a en France, tant de technicité.
qu'on est en train de sacrifier. Et donc, je dis, pour tous les métex du pays, nous serons là. Nous allons nous battre pour réindustrialiser le pays. Et le 9 juin prochain, vous pouvez voter aussi pour un grand plan de relocalisation industrielle pour produire en France ce dont on a besoin. Ça marche pour l'agriculture comme pour l'industrie. On va parler de l'énergie dans un instant. Encore un mot des industries, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a évoqué 10 nouvelles usines qui vont sortir de terre dans les prochains mois, des start-up, des PME, des ETI. C'est le plan France 2030 dont il parle dans cette interview au journal L'Express, qui vise à encourager l'innovation, de l'acier décarboné à Fos-sur-Mer, des composites à Pont-Sainte-Maxence, des moteurs pour satellites à Palaiseau. On réindustrialise aussi dans notre pays. Il y a des usines qui ferment, d'autres qui ouvrent. Et c'est ça qui est important que vous venez de dire, c'est combien ferment et combien ouvrent. Parce que si vous regardez en net, vous avez une poignée d'entreprises qui ouvrent pour énormément d'entreprises qui ferment. Et je suis allée regarder, je trouve ça assez intéressant parce que la question industrielle m'intéresse, le niveau de production manufacturière en le comparant en mars 2024 et à mars 2017, c'est-à-dire la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron, eh bien, il est inférieur de 4%. Dit autrement, la production manufacturière a baissé dans notre pays depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Pourquoi elle a baissé ? Parce qu'il a cru en cette fable du libre-échange généralisé. Et lui, au pouvoir, et ses députés au Parlement européen signent à tour de bras des accords de libre-échange. Et de l'autre côté, il a abandonné des industries qui étaient en difficulté en refusant de mettre la main au porte-monnaie, d'avoir un droit de préemption et de venir en aide à ces entreprises qui sont en difficulté et qui, pour autant, ont un savoir-faire très particulier. Je mentionnais l'entreprise Duralex. On connaît tous l'entreprise Duralex parce que quand on était enfant à la cantine, bon là j'ai un verre ici, mais on avait le petit verre dans lequel on regardait notre âge. On connaît tous ces verres, c'est un savoir-faire, une production française. Et vous voulez que cette production française disparaisse ? Duralex, ils sont en train de mettre la clé sous la porte. Alors je dis au président français, si vous voulez vraiment avoir une ambition industrielle pour notre pays, alors allez-y. Allez sauver Metex, allez sauver Duralex, allez sauver Systovi et Photowatt qui sont des usines de panneaux solaires. Allez sauver tous ces emplois, tout ce savoir-faire, toute cette industrie. Et après seulement je pourrai saluer. Le plan France 2030, Pierre. Oui, alors Manon Aubry, vous parlez justement de Systovi. Ça c'est un peu l'exemple que prend Raphaël Glucksmann. Tant mieux s'il s'intéresse aux questions industrielles, il lui a fallu 5 ans, mais vous savez, plus on est nombreux, mieux c'est. Raphaël Glucksmann qui, en l'occurrence, il l'a dit, veut bien de la France insoumise en ticket, mais sans Jean-Luc Mélenchon. Alors, le vote utile, quand on regarde notamment les chiffres de notre dernier baromètre Opinionway pour CNews Europe 1 et le JDD, c'est le symbole du vote utile à gauche. Alors, pourquoi ne pas le rejoindre ? La première question à se poser, c'est de quoi ne veut-il pas Raphaël Glucksmann? Son problème, je vais vous le dire, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. C'est la ligne incarnée par la France insoumise. Parce qu'il a eu l'occasion de le dire ces derniers jours et ces dernières semaines. Raphaël Glucksmann ne veut pas de la retraite à 60 ans. Raphaël Glucksmann ne veut pas sortir du marché européen de l'énergie qui fait exploser nos factures d'énergie. Raphaël Glucksmann ne veut pas le développement pour aller vers un 100% d'énergie renouvelable. Raphaël Glucksmann ne veut pas quitter son groupe au Parlement européen qui signe à tour de bras des accords de libre-échange ou qui est responsable de l'austérité budgétaire. Ce dont il ne veut pas, Raphaël Glucksmann, c'est ça. Je vous ai apporté, je sais que vous l'avez déjà montré. Vous me l'avez déjà montré. Mais vous pourrez au moins remarquer que j'ai le mérite de la cohérence. Et de la constance. Et ce programme, c'est le programme de la NUPES. Pour celui que je montre et pour ceux qui nous écoutent en radio, c'est le programme de la NUPES. Et tout ce que je viens de vous mentionner, la retraite à 60 ans, la lutte contre l'austérité, le 100% d'énergie renouvelable, la sortie du marché européen de l'énergie, tout ça, c'était déjà là-dedans, dans le programme de la NUPES. Donc la réalité, la question à se poser, c'est Raphaël Glucksmann, il ne veut pas de ça. Il veut revenir à la gauche d'avant, celle de François Hollande, la gauche qui porte assez mal son nom, qu'on a essayé. Il a été 5 ans au pouvoir, François Hollande, on se souvient tous. La gauche de gouvernement. La gauche qui trahit plutôt. La gauche qui trahit, c'est comme ça que je l'appellerais. La gauche qui déçoit, la gauche qui trahit, la gauche qui a fait le CICE, c'est-à-dire des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises multinationales, la gauche qui a fait la loi travail, qui a cassé le droit du travail pour des millions de travailleurs de notre pays, la gauche qui a proposé la déchéance de nationalité. C'est ça, sa gauche ? Eh bien, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne et moi je continuerai à me battre pour réunir le plus largement possible sur la base du programme de la NUPES. Et je profite ici de cette antenne pour lancer un appel, parce que je vois notamment les écologistes qui sont en difficulté dans cette élection. Je le regrette parce que c'est une force politique avec qui on a mené beaucoup de batailles.
Mais je leur dis à nos amis écologistes. À Marie Toussaint. Notamment à Marie Toussaint, mais à tous les écologistes sincères dans le pays. Il y en a sans doute qui écoutent et qui regardent votre antenne ce soir. Je leur dis, si vous voulez que l'écologie soit représentée au Parlement européen après le 9 juin de cette année, si vous voulez éviter le retour du Parti socialiste à la François Hollande, à la Bernard Cazeneuve, alors venez nous aider. Si vous voulez être sûr d'être représenté, sachant qu'il y a un seuil pour être élu qui est de 5% pour ces élections européennes. C'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Et que aujourd'hui, vous le voyez dans ce sondage, ils sont tout juste autour de cette barre. Eh bien, je leur dis, regroupons-nous à tous ceux qui ne veulent pas de la gauche d'avant. Eh bien, préparons la gauche d'après, celle qui a construit la NUPES et qui doit demain prendre le pouvoir, parce que honnêtement, on n'a pas vraiment envie d'un François Hollande ou d'un Emmanuel Macron de rechange. Manon Aubry, il est 21h41, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, mais malgré tout, Raphaël Glucksmann, quand on regarde encore une fois ce sondage, il est assez haut. Est-ce que c'est pas lui le vote utile à gauche, finalement? Vous savez, déjà pour relativiser un petit peu les choses, bon, les élections, de vote, les élections sont pas encore passé, on est à 3 semaines et c'est peut-être cette semaine vraiment que la campagne démarre véritablement. Je le dis en toute humilité, moi ça fait des semaines que je me démène en campagne. Je trouve qu'on fait une super campagne qui a permis notamment d'inscrire plein de gens sur les listes électorales, etc. Mais je suis aussi très humble, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent ce soir et qui entendent pour la première fois parler de ces élections européennes. Et je leur dis au passage, ne faites pas le cadeau de votre abstention et de votre résignation à Emmanuel Macron notamment. Mais pour répondre à votre question, si on regarde ce que disent les sondages, si on compare aux résultats de 2019, le bloc la gauche, disons, écologiste et social-démocrate, elle est à peu près au même niveau. Yannick Jadot était à 13% en 2019, c'est à peu près le niveau de Raphaël Glucksmann à l'heure actuelle. Raphaël Glucksmann était à 6%, c'est à peu près le niveau des écologistes à l'heure actuelle. S'il y a une gauche qui progresse, c'est la nôtre, où petit à petit, nous allons grappiller. Alors, le but, c'est de faire évidemment le score qui est le plus élevé le 9 juin prochain. Et je dis à tous ceux qui sont attachés à la retraite à 60 ans, qui sont attachés à nos services publics pour qu'ils ne se fassent pas dépouiller par l'austérité budgétaire, tous ceux qui sont attachés à notre production, notre industrie, notre agriculture française, je leur dis qu'il n'y a qu'un bulletin de vote pour cela. C'est ceux qui sont les héritiers de la NUPES, c'est ceux qui portent cette alternative et qui sont très clairs. Moi, vous savez, je ne suis pas soutenue par Monsieur Hollande et je ne vais pas vous le sortir du chapeau dans les 3 prochaines semaines. Vous n'aurez pas de scoop en la matière ce soir. Et donc, je leur dis... Venez nous aider, venez nous donner de la force parce qu'on aura besoin de cette force pour construire la suite. Parce que disent les sondages aussi? On en dit d'un mot. C'est l'éclatement, la faillite totale du camp macroniste qui est dans une pente vers la baisse de jour en jour, de semaine en semaine. Donc il y a une certitude, je pense, c'est que le macronisme est terminé. C'est plutôt une bonne nouvelle de mon point de vue. La question, c'est qui prend la suite? Est-ce que vous avez une extrême droite qui est, à mon sens, qui ne défend pas les droits des travailleurs, qui ne défend pas le pouvoir d'achat. Et qui pourtant capte le vote ouvrier. Vous avez raison, et c'est pour ça que je me bats, et je dis aux gens qui nous écoutent, Jordan Bardella, il a voté aux côtés des macronistes contre la hausse du SMIC, contre des écarts de salaire maximum au sein des entreprises, contre la taxation des super profits, contre la taxation des super fortunes. En fait, Jordan Bardella, pardon, mais c'est le Emmanuel Macron de rechange en matière sociale. Donc, vous avez le choix. Après Macron, vous avez soit Jordan Bardella, le Emmanuel Macron de rechange en matière sociale, soit vous avez une gauche de combat qui est la nôtre et qui est fidèle sur ses appuis. Et moi, je me donne une ambition pour cette élection européenne. Je vous le dis, j'aime bien le sport, je pratique le water-polo, c'est d'arriver en finale. Nous, on veut arriver en finale contre l'extrême droite et on sait qu'à la fin, ça jouera entre eux ou nous. Donc, si vous voulez défendre votre pouvoir d'achat, vous savez ce qu'il vous reste à faire le 9 juin prochain. Manon Aubry, vous avez finalement le même adversaire que Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Marine Le Pen qui disait il y a un signal très clair qu'il faut lancer à Emmanuel Macron, il faut qu'il subisse la pire défaite possible pour le ramener sur terre. Vous dites pareil au fond? J'ai quand même une différence très notable avec Marine Le Pen que je viens d'évoquer, qui est la politique sociale que je veux mener pour notre pays. Quand vous avez l'extrême droite dans notre pays, à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen, qui d'abord ne font pas grand-chose. Disons d'un mot, Jordan Bardella, on pourrait le renommer Jordan Bardépala, parce que je ne l'ai pas beaucoup vu au Parlement européen. Il a déposé 21 amendements en l'espace de 5 ans. J'en ai déposé 3500, pardon, mais c'est pas le parti à la flamme nationale, c'est le parti à la flemme nationale. Donc, ils ne sont pas là. Et en plus de cela, ils votent systématiquement contre les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Mais c'est ça la différence notable. Vous m'interrogez sur la phrase de Marine Le Pen. On a une différence
majeur avec Marine Le Pen. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on est engagé dans une course de fond sur qui va prendre la suite d'Emmanuel Macron. C'est l'après-Macron qui se joue le 9 juin prochain. Et nous, on est dans les starting blocks, on est prêts, on a un programme conséquent, on a des propositions que j'ai évoquées, et on est prêt à prendre la suite d'Emmanuel Macron. Mais pour ça, il faut venir nous aider. Il faut venir en force le 9 juin. Bien sûr, il y a des choses qui se jouent au Parlement européen, mais il y a aussi des choses qui se jouent parce que c'est un peu l'élection aux États-Unis, on dirait mi-terme, de mi-mandat, pour reconstruire les rapports de force. Donc je dis aux gens, venez nous aider. Macron, il va compter sur l'abstention. Vous pouvez être sûr que tous ses potes au gouvernement, les plus riches de notre pays, vont aller voter. Mais si la majorité populaire de notre pays vote, alors les rapports de force vont être changés. Et là encore, sur Europe 1 et sur CNews, vous parlez comme Marine Le Pen ce matin sur Europe 1 et sur CNews, qui disait que le pire adversaire, c'était justement l'abstention. On se mobilise pour que les gens aillent voter, c'est une bonne chose. Vous remarquerez que Marine Le Pen n'a pas fait grand-chose pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. On est un peu seul à avoir mené cette campagne, mais je m'en félicite puisqu'il y a eu beaucoup d'inscriptions dans pas mal de départements. Manon Aubry, votre programme est notamment tourné vers le pouvoir d'achat depuis le début de cette campagne. Est-ce que cette thématique, d'une certaine manière, n'est pas passée au second plan? Quand on regarde les outrances de Rima Hassan, par exemple, 7e sur votre liste, qui a des positions très tranchées sur Israël. Elle sera d'ailleurs en meeting aux côtés. Ce ne sont pas des outrances de Rima Hassan? Non. Comment rappelleriez-vous ça? Des prises de position? Bien sûr. Vous avez le droit, vous êtes un journaliste que je respecte, vous avez le droit d'avoir votre avis. Mais imaginez si, au sujet de n'importe quel candidat, vous dites des outrances, mais vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui ont été outrés par les propos de Rima Hassan? Mais moi, je suis outrée par les propos d'Emmanuel Macron, je suis outrée par les propos de Marine Le Pen. Et quand vous les évoquez à votre antenne, est-ce que vous parlez d'outrance? Vous voyez, est-ce que vous pensez même pas dans que la manière de poser les questions, vous avez le droit d'avoir des désaccords avec Rima Hassan, avec moi, avec qui que ce soit. C'est la démocratie, je défends la démocratie. J'entends. Mais vous voyez que les termes du débat sont biaisés. Pardon, je me suis permise de vous reprendre. Mais je pense que journaliste, c'est un beau métier. Et c'est un beau métier de dire la vérité. Donc, vous êtes là pour présenter les choses et ensuite, chacun pourra se faire un avis et les gens qui nous écoutent pourront se faire un avis. S'ils sont d'accord, ils vont voter pour nous. Ils ont le droit de qualifier d'outrance, j'ai pas de problème. Mais il ne faut pas caricaturer comme ça les positions des uns et des autres. Ça ne sert pas le débat démocratique, je crois. Vous nous parlez du pouvoir d'achat, vous nous parlez d'écologie, vous nous parlez de réindustrialisation. Est-ce que vous ne pensez pas que la thématique justement Gaza, Israël, Hamas n'a pas pris, toute la dimension de votre campagne? Plusieurs choses. D'abord, cette thématique, comme vous dites, c'est un conflit qui s'impose à nous et je ne veux pas détourner le regard sur un massacre qui est en cours, d'autant plus qu'il existe des leviers au Parlement européen pour agir. Je reprends pas ma liste de sanctions, embargo sur l'envoi d'armes, etc. Et c'est ça qu'on promeut dans cette campagne et que pour lesquelles moi je me suis battue aussi au Parlement européen. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est pas vrai de dire que c'est le seul sujet qu'on évoque dans cette campagne. La preuve est, vous avez lu mon programme, vous m'avez posé des questions. 3 quarts d'heure sur bien sûr, vous m'avez posé des questions diversifiées et je vous en remercie, notamment sur les sujets qui sont au cœur de notre campagne. C'est vrai aussi pour mes meetings, si vous avez l'occasion de l'écouter. On organise d'ailleurs un grand meeting national ce samedi à 15h au Dock de Paris dans la commune d'Aubervilliers, mais c'est sur le métro Front Populaire. C'est un beau nom en plus pour celles et ceux qui veulent venir nous aider, nous rejoindre et nous donner de la force ce samedi. Et vous verrez qu'il sera question de tout ça. Il sera question, évidemment, parce qu'on ne détourne pas le regard de Gaza, mais il sera question de réindustrialisation, de libre-échange, il sera question de pouvoir d'achat. C'est nos 3 thèmes de campagne. Et moi, je me félicite que ce soit les 3 thèmes qui aient percé en quelque sorte, qu'on retrouvera certainement dans le débat que nous aurons tous ensemble la semaine prochaine. Et j'y vois plutôt un signe du succès de notre campagne en l'état. Manon Aubry, un mot de la sécurité. Gabriel Attal a rendu hommage aujourd'hui à 2 agents pénitentiaires qui ont été tués dans l'évasion de Mohamed Amra. C'est une vraie préoccupation des Français, la sécurité. Elle arrive très très haut, derrière le pouvoir d'achat. La semaine dernière, 2 gendarmes, je l'ai évoqué au début de l'émission, ont été tués en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi les policiers, les pompiers qui ont été décorés par Gérald Darmanin. Tous ces agents de police, de gendarmerie, ces agents pénitentiaires, est-ce qu'il faut saluer leur travail autrement que par des slogans qu'on a entendus dans la bouche de la France insoumise, la police tue, les violences policières? Il faut leur rendre hommage. C'est eux qui payent le prix du sang pour notre sécurité. Bien sûr qu'il faut leur rendre hommage. J'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais je me permets de le refaire à votre antenne. Et je vais envoyer évidemment toutes mes pensées aux familles des 2 victimes qui sont mortes dans l'exercice de leur métier, qui est un beau métier. Je le dis
d'autant plus que je suis petite fille de gardien de prison. Donc j'ai eu l'occasion via mon grand-père d'entendre parler de la pénitentiaire, y compris des difficultés de travail dans la pénitentiaire liées à la surcharge carcérale. Et puis là, il y a plusieurs difficultés qui sont posées aussi. Il se trouve qu'il y a quelques années, le transfert de détenus était assuré par la gendarmerie, qui peut-être a plus le temps, plus les moyens de le faire. Ça fait partie des questions qui sont sur la table, des leçons à essayer de tirer de ce drame. C'est évidemment toujours difficile de tirer à chaud des leçons d'un drame, et je suis très vigilante de... Vous savez, ces donneurs de leçons en politique qui arrivent et qui disent on aurait pu éviter en faisant ça, 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 ça. Il faut qu'on s'interroge collectivement. C'est un drame qui est évidemment horrible, et je m'associe à l'hommage national qui a été rendu à ces 2 agents de la pénitentiaire qui... aujourd'hui, sont morts dans l'exercice d'un magnifique métier. Il faut tout mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Ma question, c'était est-ce que, encore une fois, la France insoumise n'a pas exagéré en dénonçant les policiers, en dénonçant un certain nombre de faits pour des gens qui risquent leur vie tous les jours? Non, mais vous savez, il faut faire la part des choses. Je vais vous donner un autre exemple. Quand on dit que aujourd'hui 97% des auteurs de viols sont des hommes, est-ce que pour autant tous les hommes sont des violeurs? Absolument pas dans notre pays. Mais ça n'empêche pas qu'il faut agir contre les violeurs. C'est la même chose. Ici, comparez évidemment, pas les policiers aux violeurs. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que tous les policiers ne commettent pas des violences policières, absolument pas. C'est un beau métier, gardien de la paix d'ailleurs, c'est un autre terme, et c'est un très beau métier. Mais justement, pour que notre police républicaine soit à l'image de notre République, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de violences policières. Et il faut leur donner les meilleures conditions d'exercice de leur métier. Violence policière, ça, vous voyez, ça essentialise. Non, mais vous pouvez pas nier qu'il y a eu des violences policières. Quand vous avez le jeune Naël, les violences policières, c'est autre chose. Quand vous avez le jeune Naël qui est mort, qui est mort pour un refus d'obtempérer. Je veux dire, la peine de mort n'existe plus dans notre pays. Vous ne pouvez pas mourir pour un refus d'obtempérer. Donc la police se grandirait et on y gagnerait tous collectivement dans la gestion des violences policières. Il a été incarcéré, policier, et il sera jugé. Il sera jugé et je souhaite qu'il soit jugé dans les meilleures conditions possibles. Mais vous voyez que les violences policières se sont multipliées ces dernières années sans réponse systémique. Mais de la même manière, je pense qu'il faut s'intéresser aux conditions de travail des policiers. Je me souviens... Mon collègue Alexis Corbière, député à l'Assemblée nationale, avait fait une proposition de loi il y a quelques mois ou années de ça, où il proposait précisément de mieux payer les heures supplémentaires qui restent non payées pour les policiers. On s'intéresse aux questions des conditions de travail des policiers, et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important qu'on puisse apporter des réponses politiques. Pierre Devine, peut-être une question pour Manon Aubry. Juste après le scrutin du 9 juin, les députés européens devront ratifier le pacte asile-immigration. À date, seule Valérie Hay a voté pour le texte. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de le faire? Ce pacte asile-immigration, je vais vous dire, il est inhumain et inefficace. Inhumain parce que il ne règle pas la question centrale qui est la transformation de notre mer Méditerranée en cimetière à ciel ouvert. Vous dites de Frontex d'ailleurs que c'est une agence meurtrière. Oui, parce que sous la présidence notamment de M. Légéry, qui est sur la liste de M. Bardella, il y a eu 25 000 morts en mer Méditerranée. Et d'ailleurs, ce M. Légéry a dû démissionner de son poste parce qu'il était poursuivi par l'agence anticorruption, notamment pour avoir fait ce qu'on appelle des refoulements illégaux, c'est-à-dire que des migrants ont été pris, renvoyés dans des lieux qui sont absolument non sûrs, comme la Libye. Donc, ce pacte asile-immigration, pour y revenir, il est d'abord inhumain. Il ne règle pas la question humaine du sauvetage en mer. Il prévoit d'enfermer des enfants au mépris du droit international. Et puis, il est inefficace parce qu'il ne répond pas à la question d'une meilleure coordination à l'échelon européen, qui était, je me souviens, le moment où il a été présenté pour la première fois, c'était à peu près à mi-mandat. On nous avait posé ça comme un objectif d'une meilleure coordination des États européens. Non seulement il n'y a pas de meilleure coordination, ça veut dire qu'on laisse les États du sud de l'Europe seuls face à la gestion des exilés, mais en plus de cela, qu'il permet, ce pacte, de financer des murs aux frontières de l'Union européenne. Mais vous pouvez mettre tous les murs que vous voulez aux frontières de l'Union européenne, vous ne réglerez pas la question. Comment on règle la question? D'abord, on règle la question en agissant sur les causes des migrations. Vous savez, on ne monte jamais sur un radeau de fortune comme on monte sur un bateau de croisière. Et si vous et moi, nous trois, on ne quitte pas notre territoire, c'est qu'on n'a pas de raison de le quitter. Donc faisons en sorte que les gens n'aient pas de raison de quitter leur territoire, par exemple en agissant sur les accords de pêche inégaux, sur les accords commerciaux inégaux, sur les catastrophes climatiques. Ça, c'est le premier enjeu. Sur les passeurs aussi.
Mais le meilleur moyen d'arrêter le trafic des passeurs, c'est précisément d'agir sur les causes profondes des migrations. Mais quand les gens arrivent sur notre territoire, on a un devoir d'accueil et de dignité le plus élémentaire. Et d'ailleurs, on a su le faire avec les Ukrainiens. On a su accueillir plus de 4 millions d'Ukrainiens sur notre continent. À raison, ils fuyaient la guerre. Mais pourquoi sommes-nous capables de le faire quand il s'agit d'Ukrainiens et sommes-nous incapables de le faire quand il s'agit de Syriens qui fuient aussi la guerre? Eh bien, moi, j'assume ce devoir de dignité, d'humanité le plus élémentaire et d'assurer des conditions dignes d'accueil comme on a pu le faire pour les Ukrainiens. Maintenant, il faut arrêter d'agiter le spectre migratoire comme tous les dangers, l'objet de tous les dangers. Pardon, mais si aujourd'hui le coût de la vie est cher dans notre pays, c'est pas à cause des migrants, c'est pas à cause des Syriens. Et donc, cette stratégie, notamment de l'extrême droite, qui consiste à agiter les peurs, eh bien, je pense que c'est pour mieux masquer leur incompétence en matière sociale et leur tentative d'apporter des réponses en la matière. Manon Aubry, est-ce qu'il faut accueillir tout le monde en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre votre position et le zéro émigration du Rassemblement national? Mais je ne vous dis pas qu'on va ouvrir les frontières et qu'on va accueillir tout le monde. Je vous dis qu'il y a des règles du droit international. Par ailleurs, je suis favorable à le faire évoluer. Par exemple, je suis pour la création d'un statut de réfugié climatique. Le réchauffement climatique est commencé. Il va mettre sur les routes de notre planète des personnes qui fuient la sécheresse, qui fuient des inondations. Il faut qu'on puisse garantir un statut de réfugié climatique. Donc oui, il y a des règles qui existent. Il faut les respecter, ces règles. Mais je vais vous reprendre l'exemple de la Syrie. Si vous voulez reconduire un Syrien en Syrie, mais vous le faites comment? À qui? Vous le rendez à qui? À Bachar el-Assad? Vous le rendez à Daesh? Vous voyez que il faut du pragmatisme. En fait, c'est pas un gros mot quand on est de gauche. Moi, j'assume, en matière migratoire, mais comme sur plein d'autres sujets, d'être pragmatique et de gérer les choses de manière concrète. Mais on est d'accord que l'essentiel des migrants ne viennent pas de Syrie. Il y en a eu un certain nombre. Je vous ai donné un exemple, puisqu'il y en a eu un certain nombre. La plupart je pourrais vous en prendre d'autres. Par exemple, du Maghreb. Comment est-ce qu'on fait, encore une fois? Est-ce qu'il faut négocier des accords avec chacun de ces pays pour qu'ils reprennent leurs ressortissants à partir du moment où ils doivent quitter le sol français, qu'on leur a délivré une OQTF? Voilà. Est-ce qu'il faut faire preuve de fermeté en la matière? Mais les OQTF sont déjà délivrées. Une partie d'entre elles ne sont pas applicables parce que parfois ça concerne des États où vous ne pouvez pas renvoyer en pratique les gens. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la Syrie, mais je pourrais prendre d'autres États en guerre. Dans les États en guerre, c'est compliqué. C'est pour ça que Algérie, Maroc, Tunisie. C'est du cas par cas, mais c'est pas le volume principal de migrants illégaux. C'est pas vrai. Et par ailleurs, si vous voulez vraiment faire en sorte que les gens n'aient pas à quitter leur terre, pardon, mais de nouveau se pose la question de la manière dont on gère nos relations économiques avec un certain nombre d'États. Et plus vous développerez ces États, moins les gens auront envie de fuir la misère et moins ils traverseront la mer Méditerranée au péril de leur vie. Parce que c'est quand même ça le premier drame. Quand il y a 30 000 morts en mer Méditerranée, c'est des gens qui sont morts juste pour tenter de survivre. Et je pense que et de plus en plus dans la Manche, vous avez raison. Et je pense que n'importe quelle personne qui est dotée d'un minimum d'humanité, de dignité, doit s'interroger sur cette situation et doit faire en sorte qu'elle ne se passe plus. Donc on accueille tout le monde ou pas? J'ai pas compris votre position. Je viens de vous le dire. On fait un juste milieu. Bien sûr qu'on fait un juste milieu, mais c'est du cas par cas, c'est de la situation par situation. Vous savez, cette chose qui consiste à dire on va reconduire tout le monde, mais c'est même pas réaliste, c'est pas faisable en fait. Mais je vous le mets au défi. Tiens, je vais vous donner un exemple précis. Giorgia Meloni, alliée de Marion Maréchal Le Pen, qui est la première ministre d'extrême droite en Italie. Elle est arrivée au pouvoir en disant avec moi, immigration zéro, c'est terminé. Qu'est-ce qu'elle a fait arriver au pouvoir? Elle a régularisé, tenez-vous bien, 450 000 migrants. Donc, vous voyez les délires de l'extrême droite qui consistent à dire il n'y aura plus jamais un seul migrant dans notre pays. Ça ne veut rien dire en pratique. Et moi, je suis une responsable politique qui aspire à gouverner le pays demain. Et pour gouverner le pays, j'assume du pragmatisme et du faire du cas par cas. Une dernière question. Et votre objectif, puisque vous l'avez déclaré cet après-midi, c'est être deuxième derrière l'extrême droite et devant la majorité présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver en finale, je vous l'ai dit tout à l'heure, arriver en finale, ça veut dire se disputer ensemble l'après-Macron. Ça veut dire être en capacité d'être l'alternative à Emmanuel Macron. On est à peut-être la fin de règne d'Emmanuel Macron, et dans cette fin de règne doit naître autre chose. Et cette autre chose, ça doit être la force politique qu'on incarne avec la France insoumise, qui aspire à un meilleur partage des richesses, qui aspire à un meilleur pouvoir d'achat, à une lutte contre la vie chère, à relocaliser notre production. C'est tout ça qu'on défend. Et
Moi, j'ai conscience que l'extrême droite est très forte dans notre pays. J'ai conscience, pour être très honnête, que ça va se jouer entre eux et nous. Et c'est pour ça qu'on se donne cet objectif. On veut arriver en finale, être deuxième de cette élection. Je pense que c'est un bel objectif qui va mobiliser nos militantes et nos militants qui font campagne déjà depuis des semaines. Et il n'y a qu'un seul tour, il faut le rappeler aussi. Vous faites bien de le rappeler. Ça fait penser au deuxième tour. Oui, vous avez bien raison. C'est le 9 juin prochain. Il y a un seul tour, donc il faut être le plus nombreuses et le plus nombreux possible. Et croyez-moi que si on est nombreuses et nombreux, la dernière fois qu'il y a eu un peu plus de mobilisation, Jean-Luc Mélenchon, à quelques jours du scrutin, il était donné un chiffre et le jour du scrutin, il a fait 5 points de plus. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite. Rendez-vous le 10 juin pour faire le bilan, mais allez voter d'abord le 9 juin. Merci beaucoup, Manon Aubry, d'avoir participé à Face A sur CNews et sur Europe 1. Merci, mon cher Pierre, sur Europe 1. Merci à vous.